Bien, alors on n'avait pas prévu de parler de fiscalité quand on a préparé le programme de cette conférence au départ. On s'était dit, le sujet est derrière nous, il est réglé. On avait fait il y a 2 ans une magnifique table ronde sur le pacte Dutreil. Je crois que même la première conférence du Family Business Forum, on avait reçu, c'était en plein Covid, Renaud Dutreil pour parler de son pacte. Et sueur froide du patronat, je lis un article d'un concurrent que je ne citerai pas. Tout à coup, au cours de l'automne, un député Renaissance, Daniel Labaronne, fait voter la suppression, d'ici à 2 ans, en 2026, du pacte Dutreil. Alors rassurez-vous, fait voter en commission, mais fait quand même adopter en commission la suppression de ce pacte Dutreil, un dispositif que vous connaissez, j'imagine, toutes et tous, qui êtes présents ici au studio Gabriel, dont on va parler au cours de cette table ronde, mais qui, pour beaucoup, en tout cas, est considéré dans le contexte fiscal français comme indispensable. Donc pourquoi cette menace de suppression du pacte Dutreil? Est-ce que c'est un premier coup de semonce avant d'autres remises en cause? On sait que, évidemment, l'État est très endetté, donc il a besoin d'argent. Et puis, il y a peut-être, et on en reparlera au cours de cette table ronde, des débats peut-être légitimes sur la réalité de l'impôt, sur peut-être quelques abus qui ont pu être réalisés parfois en utilisant ce type de dispositif qui peuvent expliquer tout cela. On va essayer d'y revenir avec trois intervenants que je vais présenter rapidement. Donc Jean Godefroy Desmazières, vous êtes le fiscaliste de l'Étape, vous êtes directeur général de FIDAL. Charles Robinet, à ma gauche, pardon. Donc Charles Robinet-Dufault, vous êtes à ma droite, vous êtes le président du groupe ENER, un groupe d'assurance, mais plutôt un courtier en assurance, on va dire. Vous pourrez nous en parler tout à l'heure, groupe familial. Et enfin, à côté de vous, Christophe Deldic, qui est vice-président de France Invest. Donc vous représentez le monde du capital investissement qui veut rentrer dans le capital des entreprises familiales. Comme ça, les choses sont clairement dites. Et vous êtes également président du groupe Turenne. Alors peut-être pour resituer ce qui s'est passé cet automne, donc cet amendement qui n'a pas été adopté, mais comment est-ce que vous l'avez interprété, Jean Godefroy Desmazières? Est-ce que c'est un coup de semonce qui vient de Bercy? Vous pourriez préciser qu'il y a eu quand même une petite mesure qui a été prise sur quelques optimisations fiscales en matière immobilière, en société civile immobilière, sur ce pacte, sans être trop technique. Déjà, d'un point de vue politique, comment faut-il comprendre ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, il faut dire que le pacte Dutreil, c'est un beau bébé qui a 2 parents, Yvon Gattaz et Renaud Dutreil, effectivement, avec qui on a eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois déjà. C'est un beau bébé qui a 20 ans. Il a 20 ans et il se porte bien. On a quelques chiffres un peu sur les... On sait que l'essentiel, en fait, aujourd'hui, des grandes PME et des ETI sont transmises en Dutreil. Et on sait également que 80% des dirigeants ne connaissent pas le pacte Dutreil, ce qui était absolument considérable. C'est un sujet qui est un sujet absolument essentiel, ce pacte Dutreil, parce que ça fait 20 ans qu'il vit, 20 ans qu'il évolue un peu en permanence, à chaque fois, à chaque loi de finances rectificative. On a eu 13 réformes en 20 ans. 13 réformes, c'est absolument considérable. Mais de fois en fois, en réalité, il s'est amélioré. Il s'est sécurisé. Alors à chaque fois qu'il est attaqué, tous les praticiens tendent le dos, mais j'ai envie de vous dire, les praticiens, c'est pas eux qui payent. Et tous les patrons tendent le dos, et là, pour le coup, c'est eux qui payent. Donc il y a vraiment une tension en fait autour de ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. Ça fait effectivement quelques temps que les professionnels, que les entreprises, en fait, par le biais de leurs syndicats, essayent de faire en sorte que le pacte Dutreil se précise. Il y a ce mouvement-là de précision. Il y a aussi la jurisprudence, en fait, qui précise de fois en fois. Et on attendait un certain nombre d'ajustements. On attendait une définition de la holding animatrice. Et on a eu une décision, en fait, il y a maintenant quelques semaines, en fait, au mois de septembre dernier, qui est venue nous dire 2 choses. Qui est venue nous dire, globalement, il n'est pas possible d'utiliser le pacte Dutreil dans le cadre d'une activité de gestion de son propre patrimoine, et ça visait l'activité de loueur en meublé, donc c'est une activité immobilière, mais qui a une couleur commerciale, et donc en fait qui est venue être retravaillée. Alors plus précisément, le Conseil d'État a dit « je pense que le dispositif peut s'appliquer », et dans la foulée, en fait, on a eu un amendement qui a dit « attention, ça ne s'applique pas, ce n'est pas du tout l'esprit du dispositif ».
Et on a eu un deuxième sujet, un sujet qui est plus technique, qui a consisté, c'est l'amendement auquel vous faisiez référence, Philippe, il y a quelques instants, qui a consisté à dire, écoutez, c'est quand même un énorme avantage, ce pacte Dutreil, ce serait peut-être pas idiot de le réévaluer, hein, finalement de regarder en fait ce qu'il rapporte et ce qu'il coûte. Et dans ce cadre-là, on pourrait imaginer qu'il s'arrête dans 2 ans, et puis on le revotera s'il y a besoin. Et donc là, tout le monde s'est rebellé en fait, contre cette idée-là, et cet amendement n'est pas passé. Donc en fait, au final, où en sommes-nous aujourd'hui ? On a un amendement qui est passé par le biais d'un 49.3, qui est venu nous dire 2 choses qui sont importantes. Un, il n'est pas dans l'esprit du pacte Dutreil de venir appliquer ce cadeau fiscal, entre guillemets, ce qui n'est pas un cadeau, aux entreprises en fait, qui pratiquent le loueur en meublé. Et un deuxième volet qui est de dire en fait la holding animatrice qui peut bénéficier du pacte Dutreil doit respecter un certain nombre de conditions, et ces conditions, on va vous les donner par la loi, et donc pas par la doctrine et pas par la jurisprudence. Alors peut-être pour prolonger, merci de ces précisions extrêmement importantes pour comprendre effectivement ce qui se passe. Peut-être Charles Robinet-Dufault, préalable peut-être parce que vous êtes représentant d'une entreprise familiale, vous avez certainement eu recours au pacte Dutreil. Et alors, avant d'examiner les éventuelles conséquences, simplement, comment vous-même vous avez compris, est-ce que vous avez compris qu'il y a un message qui est adressé en disant il y a peut-être des conditions d'utilisation du pacte Dutreil qui n'étaient pas celles qui étaient prévues dans l'esprit d'origine où ça avait été créé, un peu comme l'outil de travail dans l'ISF, qui aujourd'hui n'est plus un problème puisque ce n'est plus aujourd'hui un impôt qui touche le patrimoine financier. Mais est-ce qu'il y a eu une sorte de virage intellectuel à Bercy en disant on est allé trop loin dans les usages et il fallait adresser un coup d'arrêt. Comment vous l'avez compris parce que ça venait de la majorité actuelle, c'est-à-dire en gros quand même on pourrait penser de Bercy directement, ou en tout cas inspiré par Bercy. Non mais bonjour, merci beaucoup Philippe. Moi je dirige une entreprise de service. On n'est pas des assureurs, on est des courtiers et des gestionnaires de programmes d'assurance en matière de santé, de prévoyance. Donc c'est typiquement une entreprise de service. Et évidemment, on a utilisé le pacte Dutreil pour financer cette transmission. C'est moi qui l'ai financé en 2007 pour en préserver les emplois. C'est aussi une entreprise qui, pendant plus de 40 ans, n'a jamais distribué de dividendes. Les seuls dividendes qui étaient distribués étaient pour les messeurs des actionnaires non majoritaires qui devaient payer l'ISF lorsque l'ISF était également sur des parts d'entreprise. Donc il faut comprendre la réalité des entrepreneurs familiaux de ce pays. Ce sont des entreprises qui se battent en permanence pour favoriser l'emploi dans notre pays, qui, lorsqu'elles travaillent à l'international, pourraient avoir également d'autres facilités pour développer des emplois à l'international, aux dépens de ceux qui sont créés en France, et qui ne le font pas, par patriotisme, par choix, par volonté, par engagement. Donc, le pacte Dutreil, quand il a été mis en place en 2003, et en 2004, on a eu la chance également au niveau européen d'avoir un message de la Commission européenne sur la logique de favoriser les transmissions d'entreprises, c'est un élément vital pour les entreprises de ce pays. Imaginez, on en parlait tout à l'heure dans les autres plateaux, que serait la France si elle avait 20 000 entreprises de taille intermédiaire dans tous les territoires, solides, implantées, en croissance. Enfin, ce serait extraordinaire, ce serait une force extraordinaire. Alors, on s'interroge, pardon, je me décale un peu par rapport à votre question. Non, bien sûr. On s'interroge aujourd'hui de nos moyens militaires parce que le monde est en guerre et il y a des conflits épouvantables dans plusieurs parties du monde. Mais on est en guerre économique depuis toujours. Donc, arrêtons de détruire la seule force qu'il y a dans ce pays, ce sont ces entreprises, celles qui créent de l'emploi. Donc, encore une fois, toucher au pacte Dutreil, c'est extrêmement dangereux pour la pérennité de nos emplois et de nos entreprises. Alors, si certains, comme il y en a toujours, peuvent profiter du pacte Dutreil pour transmettre des biens immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'entreprise, j'allais dire qu'ils soient retoqués par Bercy, c'est la logique même. Mais ce n'est pas ça le fond. Donc on ne va pas fragiliser l'ensemble des pactes Dutreil dont toutes les entreprises ont besoin pour se transmettre, parce que certains ont pu faire des erreurs d'interprétation, qu'ils soient à ce moment-là, eux, corrigés. Mais ne faisons pas une erreur dramatique à contresens de l'ensemble des pays européens qui seraient très heureux de voir que la France pourrait encore se fragiliser sur ce terrain-là.
Juste pour terminer, avant d'écouter Christophe Nalic, est-ce que néanmoins, et toutes les personnes qui sont dans la salle doivent sans doute se poser la question, on a intitulé cette séquence « Faut-il sauver ?» mais est-ce qu'il est menacé? Est-ce que vous avez l'impression qu'un changement de majorité qui pourrait se produire dans 4 ans, aujourd'hui, la légitimité de ce discours que vous portez sur l'entreprise familiale est moins compris politiquement, parce qu'il y a des déficits très élevés pour des tas de raisons, de C'est pas débat la faute des fiscal. entrepreneurs que la France soit en déficit. Mais ça fait 15 gouvernements que le pacte Dutreil a été maintenu. Donc il y avait quand même, je pense, une intelligence collective, responsabilité collective politique de maintenir ce dispositif qui sauvegarde l'emploi. Et donc, pardon, j'ai pris la parole, je vous la passe tout de Non, suite. mais on va la distribuer Et donc, après. en réalité, c'est le lait sur le feu. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Il faut en même temps faire preuve tout le temps de pédagogie, parce Pour que le les dire autrement, politiques qu'est-ce qui se passerait si ne cet connaissent amendement... pas forcément la réalité de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passerait si cet amendement avait été adopté là ou était adopté par la prochaine loi de finances? S'il avait été adopté, il aurait fallu continuer à démontrer la pertinence des dispositifs de pérennité de l'entrepreneuriat en France. Je vous pose une question simple. Les droits de mutation en France sont de 40 à 45%. Quel est l'entrepreneur qui a dans sa poche net d'impôts, 40% de la valeur de son entreprise? Aucun. Donc les entreprises seront vendues inéluctablement. Ce qui est une très bonne transition pour passer la parole à votre voisin, puisqu'il représente le monde du capital investissement. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur la nécessaire pérennité du pacte Dutreil, ou alors je le poserai la question autrement. Est-ce que s'il disparaissait, vous vous dites très bien, super, je vais pouvoir investir dans toutes ces très belles entreprises familiales qui vont devoir céder le contrôle à un fonds? Pas du tout. Non, on n'est pas du tout dans la logique chez France Invest d'être contre les entreprises familiales. On est là pour les accompagner. Et de ma compréhension, le pacte Dutreil est sauvé. Alors peut-être que c'est bien d'en parler et de continuer à faire du lobbying pour éviter qu'il y ait des nouvelles tentatives de le remettre en question. Moi, je trouve que l'avantage du pacte Dutreil, au-delà des droits et de la fiscalité, il met sur la table vis-à-vis des entrepreneurs familiaux la notion de pérennité et de préparer les choses dans le cadre d'une transmission. Voilà. Et je vais faire le lien avec la table ronde précédente, dans le cadre de la pérennité, qui est un moteur clé de beaucoup d'entreprises familiales, plus que la croissance, ça impose de poser les bonnes questions avant, et donc de préparer. Après, moi, ce que je constate souvent dans les entreprises familiales, c'est qu'on dit non, le capital est gelé, puisqu'on est en pacte Dutreil, il ne peut plus rien se passer pendant 4 ans, 6 ans, ce qui est faux. Donc ça veut dire aussi que beaucoup d'entrepreneurs, pour des raisons d'optimisation fiscale, immobilise le capital et ça freine des opérations, notamment de croissance, et sous prétexte de la pérennité. Et c'est là où ça revient un peu sur toujours le partage qu'on retrouve chez les entrepreneurs familiaux. Quel est le premier moteur entre la pérennité et la croissance? Et nous, chez France Invest, on porte une conviction, on rassemble 450 sociétés de gestion qui sont aujourd'hui actionnaires de 8000 entreprises en France. 8000, ça peut paraître beaucoup quand je dis comme ça. Pour nous, c'est ridicule. Il y a 2 millions d'entreprises en France. Il y a 100 000 entreprises indépendantes qui sont des cibles. Pour nous, c'est quoi des cibles? C'est des entrepreneurs qui sont motivés par la croissance. La croissance nécessite des financements. On ne peut pas tout faire avec de la dette. Donc, à un moment, il faut des fonds propres. Et pour pouvoir sauter le pas, franchir le pas et recourir à des fonds propres complémentaires, il faut avoir la notion de la mobilité du capital. Le pacte Dutreil rend le capital immobile dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs familiaux, ce qui est une erreur, et c'est là où il faut faire de la pédagogie, parce qu'on peut très bien optimiser sa transmission tout en ayant un capital mobile. Et en tout cas, c'est ce sur quoi on se bat, nous, au quotidien. Alors, merci de poser le sujet ainsi. Peut-être Charles Robinet-Dufault pour réagir, mais juste en faisant une aparté, parce que Daniel Labaronne, qui est un élu donc Renaissance, c'est un économiste. Donc peut-être que dans son intention, en proposant de décaler dans 2 ans de proposer dans 2 ans la fin du Dutreil, c'était de soulever cette question au moment où on a besoin de se développer, effectivement, est-ce que ce n'est pas un facteur de gel, un peu comme on le disait de l'outil de travail autrefois sur l'ISF, de gel du capital et de manque de mobilité de ce capital au moment où on a besoin, au contraire, d'aller chercher, on le voit, prenez l'intelligence artificielle, on parle de levées de capitaux qui sont considérables, donc il faut aller le chercher, pourquoi pas alors chez monsieur, ou alors sinon en bourse, enfin en tout cas d'ouvrir et de faire vivre mieux ce capital.
Non, mais le député Labaronne, moi, je ne le connais pas, mais je l'invite à venir visiter nos entreprises et se rendre compte de la réalité du terrain. La transmission d'une entreprise aujourd'hui, elle coûte entre 5 à 7 ans de résultats en l'état actuel des choses qui ont été facilitées par la loi Dutreil. On avait déjà dit il y a quelques années par rapport aux Allemands que nos entreprises étaient affaiblies en fonds propres par rapport à leurs concurrents européens. Donc par conséquent, tout ce qui va fragiliser l'entreprise est mauvais pour l'emploi et pour l'investissement de nos entreprises. Vous connaissez les enjeux actuels sur la digitalisation, sur l'environnement qui sont devant les entreprises aujourd'hui. Et cette montagne d'investissement qui est devant nous. Donc on n'a pas besoin de les fragiliser sur des sujets encore plus dramatiques que sont leur transmission et leur existence à proprement parler. Et comme le disait monsieur, il y a en effet des entreprises qui choisissent d'être accompagnées par des fonds pour être encore plus dynamiques et faire des acquisitions et se développer. Il y en a d'autres qui peuvent le faire par elles-mêmes. Il faut laisser le choix aux entreprises. Il ne faut pas que ces choix-là soient faits par défaut parce qu'on n'a pas les moyens ou la liberté de faire autre chose. Et encore une fois, je dirais la dernière chose, c'est qu'il faut toujours réagir dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Ce n'est pas l'intérêt d'une famille propriétaire. Ce n'est pas ça le sujet. C'est l'intérêt de l'entreprise. Qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise et son développement ? Alors peut-être pour prolonger ce débat philosophique sur la fiscalité, moi quand j'ai fait des études, peut-être chez les plus gauchistes de mes profs, on disait effectivement le rôle de la fiscalité, pourquoi pas même d'un impôt sur la fortune, sur le capital ou de la transmission, c'est de favoriser effectivement cette mobilité du capital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes un praticien, vous dites que un pacte Dutreil, c'est une sorte de pansement qui a été prolongé depuis 20 ans, mais qui cherche à corriger une situation anormale en France en matière de fiscalité du patrimoine et du capital. Jean Mann le disait tout à l'heure, quand il est allé aux Philippines, il n'y a pas d'impôt sur le capital. Bon, après, on n'est pas forcément obligé de prendre ce modèle-là pour le modèle social européen ou français, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui nécessité d'ouvrir les yeux sur un changement peut-être de régime fiscal de la transmission, peut-être pour l'européaniser, prendre le même modèle que les Belges ou les Allemands, ce qui, du coup, retirerait tout intérêt au pacte Dutreil. Est-ce qu'on manque finalement du courage de regarder cette réalité fiscale en France en face ? Alors, je pense que le pacte Dutreil est un des dispositifs, comme je le disais tout à l'heure, qui marche bien et qui pourrait finalement susciter l'intérêt aussi de nos voisins européens. Pour l'instant, il corrige une anomalie par rapport à nos voisins européens. Il faut voir, en fait, il corrige une anomalie par rapport à certains de nos voisins. C'est vrai, en fait, il y a des pays qui ont un taux qui est très faible. C'est pas vrai partout. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est très souvent comparé. On regarde nos ETI, on est très souvent comparé à l'Allemagne, au Mittelstand et à l'Italie, nord de l'Italie notamment. Et on a beaucoup moins d'ETI qu'eux, et on les transmet beaucoup moins. Ça, c'est tout à fait vrai. Est-ce que c'est un pansement ? Je pense qu'il faut décaler un petit peu le débat et se dire, mais qu'est-ce qui, pour la société, crée de la valeur ? Qu'est-ce qui crée de la valeur ? Est-ce que ce qui crée le plus de valeur, c'est d'aller regarder où est la concentration de richesse dans une certaine mesure, dire que les sociétés contribuent à la concentration de richesse, et finalement confisquer une partie importante sous prétexte que c'est un facteur de reproduction sociale, parce que c'est ce que dit Thomas Piketty et c'est ce qu'on entend. Moi, je pense qu'il faut regarder le sujet un peu différemment et de se dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas les entreprises qui créent le plus de richesse ? Et est-ce que parmi les entreprises familiales ne jouent pas un rôle absolument énorme sur cette partie-là ? Je reviens sur ce que disait M. Robinet-Duflot tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de pacte Dutreil ? S'il n'y a pas de pacte Dutreil, en fait, il faut payer 45% de droits. Et soit on est capable de le faire, mais bon, c'est assez rare, soit il va falloir prendre cet argent quelque part. Il n'y a pas d'argent magique. Et cet argent, il est où ? Il est dans l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de pacte Dutreil et qu'on veut garder une pérennité à cette entreprise, il va falloir finalement faire en sorte que cette entreprise distribue de quoi payer les 45%. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Finalement, elle ne finance pas son innovation, elle ne finance pas son développement et elle perd dans le champ concurrentiel. Qu'est-ce qui crée le plus de valeur pour la France ? C'est d'avoir des champions. Ce n'est pas d'avoir une fiscalité confiscatoire pour les entreprises. Donc c'est là que c'est un sujet important. Et on dit, mais est-ce que c'est encore le sujet de sauver le pacte Dutreil ? Est-ce qu'il est vraiment en danger ? Oui, il est en danger. Il n'est pas en danger aujourd'hui à Bercy.
Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit bah oui, mais ce serait bien d'instaurer une mesure mécanique, c'est ça notre sujet aujourd'hui, instaurer une mesure mécanique qui fait tomber le pacte dans 2 ans, et puis on le réévalue, et si ça marche bien, on recommence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 2 ans, on rebat les cartes et on renégocie, et il va falloir expliquer à tout le monde que oui, les entreprises créent de la valeur pour arriver à un dispositif qui va ressembler peut-être au Dutreil, ou qui sera peut-être moins bien, et qui sera sans doute pas bien meilleur en réalité. Le Dutreil, aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est un avantage fiscal donné en contrepartie de quelque chose. Et cette contrepartie, c'est le fait de conserver une entreprise familiale pendant 6 années. 6 années. Et pendant ces 6 années, de permettre à cette entreprise de jouer sa carte dans le monde concurrentiel, de continuer à embaucher, de continuer à innover, etc. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc aujourd'hui, on pourrait presque se poser la question d'une façon différente, dire mais faut-il sauver le pacte Dutreil? On a envie de dire mais non, c'est pas ça la question. C'est faut-il sauver les entreprises familiales? Et on a envie de hurler oui, évidemment. Il faut sauver les entreprises familiales parce qu'elles créent de la valeur. Alors j'ai décalé encore un tout petit peu le propos. Le pacte Dutreil, c'est un magnifique outil pour transmettre dans une famille. C'est aussi un très bel outil pour transmettre en dehors de la famille. Le pacte Dutreil ne suppose pas des liens du sang. Si vous voulez faire monter des cadres au capital, si vous voulez avoir une approche qui est une approche un peu différente là-dessus, il y a une transmission familiale qui peut s'opérer, et elle s'opère efficacement. Au lieu de 45%, on va pouvoir être à 10, voire à 5% de transmission. Encore une fois, ce n'est pas un cadeau. Mais on peut élargir le champ et faire fonctionner le pacte Dutreil au profit d'autres personnes non familiales et qui vont contribuer à la valeur de l'entreprise. Christophe Deldic. Oui, je voudrais rebondir sur ces propos parce que c'est exactement ce qu'on partage. C'est-à-dire qu'on est contre la fermeture du capital dans les entreprises familiales et en disant que c'est l'entreprise qui doit tout payer, y compris les droits de donation. Nous sommes aujourd'hui les acteurs du capital investissement, 450 sociétés de gestion. On a accompagné plus de 2000 entreprises l'an dernier. Un tiers des opérations que nous faisons, c'est des opérations justement de rachat de titres pour donner des liquidités à des actionnaires familiaux qui ne sont plus dans l'opérationnel ou donner des liquidités à des actionnaires familiaux qui sont dans l'opérationnel et qui veulent sécuriser une partie de leur patrimoine professionnel dans le patrimoine personnel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est à créer de la valeur. Et la création de valeur, ça passe par la croissance. On a aujourd'hui des études depuis de nombreuses années qui montrent que la création de valeur qui est générée, c'est par la croissance des chiffres d'affaires et des résultats que nous finançons grâce aux fonds propres injectés dans l'entreprise. Donc la création de valeur, ça passe par la croissance. Et il faut que les entrepreneurs familiaux restent avant tout motivés par la croissance. La croissance, on ne peut pas la financer qu'avec de la dette, surtout dans la nouvelle conjoncture où je rappelle qu'en 14 mois, les frais financiers, ils ont pris 450 points de base, qu'on est revenu sur des taux d'intérêt réels positifs. Les taux d'intérêt sont supérieurs à l'inflation, ce qui est pu arriver depuis des années. Donc la dette va redevenir plus rare et beaucoup plus chère. Et ça va durer longtemps. Donc tous les entrepreneurs qui veulent continuer à développer leur société et qui ont besoin de financement vont avoir besoin, à un moment ou à un autre, de fonds propres. Ça tombe bien, il n'y a jamais eu autant de fonds propres disponibles avec des sociétés de gestion qui ont levé des capitaux auprès d'institutionnels, auprès des particuliers, pour accompagner la croissance, et notamment dans les PME, dans les territoires. Voilà. Donc aujourd'hui, la majorité des opérations qui sont faites, sur les 2082 qui ont été faites en 2022, plus de 1300 ont été faites dans les régions, dans les territoires. On n'est pas sur un métier dans un microcosme parisien pour accompagner que des grosses ETI. Et un mot sur les ETI, on n'a que 5000 ETI en France, par rapport à 12 000 en Allemagne, aux EP. 1600. Le problème, il est pas uniquement du segment des ETI. On n'a que 2% de nos entreprises qui ont plus de 20 salariés. Les ETI, c'est 250 salariés. Donc notre problème, il n'est pas au seuil des ETI, il est bien plus bas que ça. On n'a que 2% de nos entreprises qui ont plus de 20 salariés, quand c'est 8% en Allemagne. Donc le problème de l'emploi en France ne serait pas résolu uniquement avec 12 000 ETI ou 20 000. C'est déjà si on avait beaucoup plus de PME qui ont plus de 20 salariés. Et ce sujet, c'est quoi? C'est des dirigeants qui n'ont pas assez de dirigeants d'entreprise en France qui veulent grandir. On souffre du syndrome de Peter Pan. Et pour grandir, il faut des financements. Donc c'est pour ça, au-delà du sujet de sauver le pacte Dutreil, je rebondis sur vos propos, je suis complètement d'accord avec vous, il faut créer de la valeur. La valeur, c'est la croissance. Quand je lis dans les journaux toutes les semaines qu'on entend parler de décroissance, non, il faut faire la croissance tout en finançant sa décarbonation, tout en finançant sa transmission totale ou partielle. Et là aussi, quand on parlait de partager la valeur à pérennité tout à l'heure, les salariés doivent devenir actionnaires des entreprises qu'ils contribuent à développer. Une société peut rester à contrôle familial, majoritaire, mais nous préconisons un partage de la valeur qui
passe aussi par ce que l'ensemble des parties prenantes qui créent la valeur au quotidien puissent bénéficier de cette création de valeur directement en devenant actionnaires. Ça, je pense que c'est des sujets aussi très importants qui vont contribuer à accélérer la croissance de notre tissu entrepreneurial français, tout en gardant un contrôle familial majoritaire. Charles Dufaux, pour conclure aussi sur ce point, vous avez également un rôle au sein de FBN France. Alors, à défaut de supprimer ou de remettre en cause, on verra, ça c'est des choix politiques, si vous aviez le député Daniel Labaronne en face de vous, on l'invitera l'an prochain peut-être, qu'est-ce que vous lui diriez pour améliorer peut-être encore la situation du pacte du Trade? Je crois que vous voudriez qu'on aille plus loin. Non, mais on peut aller plus loin. D'abord, il faut regarder ce qui est fait en Europe. Encore une fois, on est en concurrence sur ces sujets-là comme sur les autres. Donc, comme le disait monsieur, le pacte du Trade est un engagement synalagmatique. Des deux côtés, on s'engage davantage à garder les actions pendant des années par rapport à cette baisse de fiscalité pour préserver les emplois et l'entreprise. On peut imaginer qu'ils soient encore plus favorables si les actionnaires décident de garder les actions encore plus longtemps pour pérenniser l'entreprise. Et moi, ce député, je l'inviterai à venir voir notre quotidien. Au risque de renforcer la dimension d'immobilisme du capital. Non, c'est toujours je ne pense pas vraiment qu'il y ait d'immobilisme. Encore une fois, les entreprises... difficile à trouver. Enfin, votre ami à côté n'a pas l'air d'accord. C'est normal pour parler de France Invest, puisqu'il veut aider les entreprises et rentrer dans le capital des entreprises pour les aider à se développer. C'est tout à fait louable. Mais encore une fois, maintenant, les entreprises, je pense, se rendent compte qu'elles ne peuvent pas immobiliser le capital et qu'elles doivent développer leur entreprise pour la préserver, donc avec beaucoup de moyens. Si elles ont la capacité d'autofinancement, elles le feront. Elles regarderont aussi des investisseurs. Elles feront moins appel à la dette mécaniquement aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait positif. Peut-être pour conclure sur cette fiscalité, donc est-ce que des améliorations pourraient être envisagées On peut toujours améliorer les choses. Alors, j'ai envie de vous dire, le pacte du Trade s'améliore de fois en fois. Il s'améliore de fois en fois. La loi de finances cette année clarifie et en réalité sécurise un peu le dispositif. C'est une construction qui mériterait d'être plus législative, c'est-à-dire laisser moins de place à l'appréciation de l'administration fiscale, des conseils également, et du juge in fine. Donc en fait, plus le dispositif sera précis, notamment sur les questions de holding, notamment sur les participations de holding, sur la notion de bien professionnel ou qu'il l'est un peu moins, mieux on se portera finalement. Est-ce qu'il faut imaginer qu'il soit plus puissant ? J'ai envie de dire oui dans le principe, mais à condition effectivement qu'il y ait une contrepartie. Une des propositions, c'est de dire finalement, au-delà de 6 ans, imaginons 8 ans ou 10 ans d'engagement, en fait, si on s'engage durablement à créer de la valeur pour la société, finalement, qu'il n'y ait pas une confiscation d'une partie de la valeur au moment de la transmission, c'est quelque chose qui s'entend bien. Donc, on a un dispositif, déjà, essayons de faire en sorte qu'il soit pérenne, c'est très important. On peut en accentuer l'effet avec ce type de contrepartie. Je pense que ce serait plutôt vertueux. Et simplement, il y a aussi une proposition, peut-être pour finir, qui était d'étendre le champ de ce qu'on appelle le rescrit. Alors le rescrit, c'est un moment où on pose une question à l'administration fiscale en amont d'une opération, en disant écoutez, est-ce que vous pouvez nous donner un avis sur ce qu'on est en train de faire ? Il existe un rescrit valeur, là, aujourd'hui. Donc on dit l'entreprise va être transmise, est-ce que cette valeur vous convient ? Il pourrait y avoir un rescrit éligibilité qui pourrait aussi contribuer à sécuriser le dispositif. Donc moi j'ai envie de dire longue vie au Dutreil, j'ai envie de fêter, comme on a fêté ses 20 ans cette année, ses 30 ans dans 10 ans, et qu'il continue parce qu'il crée vraiment de la valeur pour les entreprises. Il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui portent le nom de leur ministre qui traversent les temps. Il y en a quelques-uns en matière d'immobilier ou d'amortissement immobilier qui sont bien connus, dont je ne vais pas rappeler les noms. Je ne sais pas si les ministres resteront dans l'histoire. C'est vrai que Renaud Dutreil, on pourra au moins lui reconnaître ça. Si vous avez raison, son pacte a encore quelques années apparemment devant lui. J'espère que ce débat vous a intéressé. On va maintenant aller à Lyon de nouveau. J'espère que le son sera meilleur que celui de Nantes, et assister à un débat sur l'entreprise familiale Creuset de la réindustrialisation. Merci beaucoup.